Un homme se tient debout dans un endroit exigu, mais il n'est pas seul. En hauteur, il regarde l'autre personne. Aucun mot n'est prononcé, puis une porte se ferme. Voici quelqu'un privé de liberté. Tout est remis en place et la vie continue comme si de rien n'était. Pourtant, deux vies viennent de basculer. Le 11 février 1996, à Sylvania, dans l'Ohio, à la frontière avec le Michigan, vient au monde une petite fille nommée Sierra Geoffin, qui est le premier enfant de Tom et Sheila, ses parents. Cependant, elle ne sera pas fille unique, loin de là, puisqu'après sa naissance, 4 frères et sœurs suivront, dont 2 frères et 2 sœurs. La vie de la famille Geoffin est heureuse. Sierra réalise un parcours scolaire sans faute, étant diplômée à la fin du lycée, lui ouvrant donc la voie des études supérieures qu'elle décide d'entreprendre à l'université de Toledo, toujours dans l'Ohio. À l'été 2016, Sierra est âgée de 20 ans. Cela fait 2 ans qu'elle est étudiante à l'université et s'apprête à entamer sa 3e année, mais d'abord, elle profite de vacances bien méritées qu'elle passe chez ses grands-parents dans le comté de Fulton. C'est un endroit très rural, où les champs de maïs s'étendent à perte de vue, tranchant avec l'agitation de la ville de Toledo. Rien de mieux afin de se détendre avant de rempiler pour une année universitaire stressante par ses nombreuses échéances et l'obligation de réussir des examens toujours plus durs en vue de décrocher un diplôme si précieux. C'est ainsi que le 19 juillet 2016, Sierra, accompagnée de son petit ami de plusieurs années maintenant, Josh Kolasinski, parcourt à vélo les longues lignes droites des routes américaines du comté de Fulton. Pendant des heures, il se balade. Sierra pédale sur son vélo violet tandis que Josh la suit ou la devance avec sa moto et la journée se passe. Ce même jour, vers 21h30, la mère de Sierra, Sheila, se rend chez ses parents pour une visite mais constate que sa fille n'est pas encore rentrée puisque sa chambre est vide et que visiblement elle n'est nulle part dans la maison. Pas d'inquiétude, elle a passé la journée en compagnie de Josh, ils sont certainement encore ensemble et puis il n'est pas très tard non plus. Même si effectivement, il est étonnant que Sierra n'ait pas prévenu qu'elle passerait plus longtemps que prévu à l'extérieur. Seulement 1 heure plus tard, vers 22h30, un élément déclenche une grosse angoisse du côté de la famille. Sheila reçoit un message du petit ami de Sierra, Josh, lui demandant si sa fille était bien rentrée chez elle. Une demande curieuse, à laquelle la mère répond qu'elle n'a pas vu sa fille de la journée et qu'elle n'est pas présente à la maison. C'est alors que Josh indique que s'il a contacté Sheila, c'est parce qu'il ne parvient pas à joindre sa petite amie, qui ignore ses messages, mais surtout, lorsqu'il appelle, c'est la boîte vocale qui s'enclenche immédiatement, signifiant ainsi que le téléphone est éteint. Des indices alarmants. Sheila, paniquée, compose à son tour le numéro de sa fille qui ne décroche pas. Le résultat étant ce que Josh lui a décrit quelques instants auparavant. Elle ne perd pas un instant, sortant pour faire le tour de la zone. Peut-être est-elle sur le point de rentrer. Plusieurs minutes s'écoulent, presque 30, au cours desquelles Sheila sillonne la moindre route que Sierra aurait pu emprunter pour rejoindre la maison de ses grands-parents, sans aucun résultat. Il faut se rendre à l'évidence, la situation est anormale et elle ne peut réussir à retrouver sa fille sans aucune aide. Alors elle appelle la police à environ 23 heures. Au regard du contexte, les policiers comprennent qu'effectivement la disparition est inquiétante. Sheila explique que sa fille est partie de la maison de ses grands-parents à vélo dans l'après-midi pour rejoindre Josh. Ce dernier, par message, lui demande si elle est revenue, ce qui n'est pas le cas, et depuis, c'est le silence radio de son côté. Il est évident qu'elle n'a pas fugué. Elle n'est pas partie refaire sa vie non plus. Elle s'entend bien avec ses parents, donc il n'y a aucun motif pour une disparition aussi soudaine, si ce n'est un accident ou un acte criminel. Il est aussi évident qu'elle a vu Josh, et qu'il est la dernière personne connue jusqu'à présent à avoir échangé avec elle avant qu'elle ne donne plus aucune nouvelle. La police interroge donc Josh afin qu'il raconte les événements de l'après-midi. Le jeune homme est très clair dans ses propos. Sierra est partie de chez elle pour le rejoindre, ensuite ils se sont baladés à travers les champs, lui étant sur sa moto. D'ailleurs, il possède dans son téléphone une vidéo qu'il a prise durant ce moment et qu'il a postée sur Snapchat où clairement il est possible d'apercevoir le couple se promener. Sierra est effectivement sur son vélo violet, elle porte un débardeur de couleur jaune, un short, et à l'évidence l'ambiance de la promenade semble être heureuse, le couple rigolant lors de cette sortie.
Josh finit son histoire en indiquant qu'à la fin de la journée, ils roulaient ensemble à travers les champs de maïs en direction de la maison de Sierra qui rentrait chez elle. Mais Josh ne l'a pas raccompagnée jusqu'au bout, la laissant finir sa partie de chemin seule et la quittant au niveau de la route 6 du comté de Fulton pour rentrer chez lui, son domicile étant à l'opposé. Lorsque leurs chemins se séparent, Josh annonce à Sierra qu'il lui écrira plus tard comme ils le font habituellement. Bien sûr, ces messages restent sans réponse, provoquant la préoccupation chez tous ses proches. Au moment où Josh fait demi-tour, il est environ 18h45. Naturellement, le fait qu'il soit la dernière personne à avoir vu vivante Sierra conduit souvent à être considéré comme suspect. Si ce n'est pas le cas, les enquêteurs s'arrêtent au moins sur votre situation pour éclaircir l'affaire. Mais dans le cas du petit ami, celui-ci est rapidement mis hors de cause parce que des témoins affirment avoir aperçu la jeune femme sur son vélo violet, au-delà du point où Josh l'a quitté sans être accompagné par lui. De toute manière, son récit tient la route. Il n'y a aucune raison apparente pour lui de s'en prendre à elle et il a été l'un des premiers à s'inquiéter. Il lui est aussi demandé s'il a remarqué quelqu'un, quelque chose d'inhabituel, ou si un événement spécial s'était déroulé au cours de leur balade. Et Josh annonce qu'il a vu une grande camionnette blanche qui lui est apparue suspecte à l'endroit où Sierra était désormais seule pour finir son chemin. Pourquoi a-t-il trouvé cette camionnette suspecte ? Parce qu'elle roulait au pas, et quand il s'en est approché, le conducteur a immédiatement accéléré. Alors évidemment, il n'a pas fait le lien entre ce véhicule et un potentiel enlèvement de sa petite amie, mais force est de constater que ces circonstances à présent sont préoccupantes. Cela fait environ 16 heures que Sierra n'est pas réapparue, mais il y a un réel motif d'espoir dans la mesure où Josh a pu relever une partie de la plaque d'immatriculation du véhicule mystérieux, ce qui permet de remonter à la personne propriétaire. Il s'agit d'une femme. Étant donné le contexte, elle est interrogée sans délai par les policiers en charge de la disparition de Sierra. Effectivement, elle a vu Josh s'approcher de sa camionnette, mais a craint que celui-ci tente de lui dérober son véhicule. En voyant un homme inconnu s'approchant de façon suspecte, elle a décidé d'accélérer pour s'éloigner de lui. C'est une version, mais les enquêteurs ne vont pas se contenter de simples paroles. Ils réquisitionnent le véhicule, le fouillent de fond en comble, mais surtout le passent au luminol, ce produit chimique utilisé régulièrement par la police, permettant de dévoiler toute trace de sang même si elle a été nettoyée. Le résultat de cette fouille est négatif. Il n'y a pas de signe montrant la présence de Sierra à l'intérieur de la camionnette. Pas d'objets, pas de vêtements ni de traces de sang, rien. La femme est donc écartée de toute cette histoire. Cette unique piste étant close dorénavant, il faut essayer de trouver Sierra en allant sur le terrain directement. Une large équipe de recherche est constituée non seulement de policiers, mais aussi de volontaires au nombre de 140. Et il faut au moins ça pour se donner une chance quand on voit la surface qui est à couvrir. La zone est tout de même limitée, si l'on se base sur les dires de Josh, parce que la jeune femme n'avait qu'une portion de chemin à faire avant d'arriver à la maison de ses grands-parents. Elle aurait donc potentiellement disparu entre ces deux points. L'objectif est de soit retrouver Sierra, soit des indices précisant sa localisation ou débouchant sur une piste. Toutes les routes de campagne sont parcourues. Les étangs, les canalisations sont tous vérifiés. Les volontaires distribuent également des affiches à tous les automobilistes empruntant le même itinéraire que Sierra, en espérant que l'un d'entre eux se souvienne de quelque chose, ou simplement garde l'œil ouvert. Rien à signaler au cours des recherches durant plusieurs heures, et la nuit tombe. Il est à peu près minuit ce 21 juillet, des policiers examinent le coin où Josh a quitté Sierra, et l'un d'entre eux remarque quelque chose d'étrange dans le champ de maïs. En observant ce champ de maïs, les policiers constatent que des plants sont au sol, ce qui n'est pas inhabituel, mais cela suffit à piquer leur curiosité et ils inspectent l'endroit. Ils ont bien fait, puisqu'enfoncés plus loin dans le champ, ils découvrent le vélo violet de Sierra. Cette trouvaille est alarmante. Seulement, en analysant rapidement la bicyclette, elle le devient plus encore parce que manifestement, il y a du sang sur l'engin. Les premières questions surviennent. Y a-t-il eu un accident ? Si c'est le cas, comment le vélo a pu se retrouver à cet endroit ? Et où est Sierra ? Parce que oui, il n'y a aucune trace de Sierra alors qu'il est évident qu'elle s'est trouvée ici à un moment ou à un autre.
alors même que la maison de ses grands-parents est à moins de 800 mètres. La zone est aussitôt bouclée. La police envoie un avion équipé d'un système de vision nocturne mais aussi thermique. Peut-être qu'il y a une chance que Sierra soit encore présente dans les parages et ces dispositifs pourraient aider à la localiser. Malheureusement, c'est un échec. Alors, les enquêteurs se concentrent sur leur meilleure piste, l'endroit où a été récupéré le vélo. L'exploration à travers le champ de maïs est compliquée en pleine nuit, à cause de la luminosité bien sûr, et parce qu'il y a le risque de passer à côté d'un élément essentiel alors que le temps joue contre ceux qui recherchent Sierra. Quoi qu'il en soit, le premier point qui saute aux yeux des enquêteurs est qu'il semble y avoir eu une lutte au milieu des plants de maïs, puisque nombre d'entre eux sont renversés, mais surtout cassés en plusieurs endroits, comme si un corps était tombé dessus. Des objets sont récupérés et ils sont précieux à l'enquête, notamment les lunettes de soleil que la jeune femme portait lorsqu'elle se promenait avec Josh, et que l'on peut apercevoir sur la vidéo Snapchat de celui-ci. Il y a bien plus intéressant encore. Une autre paire de lunettes de soleil est trouvée. Cette fois-ci, elles n'appartiennent pas à Sierra. Son ou sa propriétaire est inconnue pour le moment. Mais il se pourrait donc que cette personne se soit tenue ici en compagnie de la jeune femme ayant sûrement d'autres informations, à défaut d'être potentiellement impliquée. Un tournevis orange est découvert entre les plants de maïs, tout comme, et c'est plus surprenant, un casque de moto noir, mais celui-ci est particulier parce qu'il est taché de sang. La scène sous les yeux des policiers leur fait craindre le pire. Les objets, les marques de lutte et bien sûr le sang laissent penser à un acte criminel. Cependant, il n'y a pas de corps, ce qui est un motif d'espoir mais également d'urgence parce que Sierra, si elle est en vie quelque part, est peut-être blessée, si le sang retrouvé sur le lieu lui appartient bien sûr. De telles affaires dans le comté de Fulton sont extrêmement rares. C'est la raison qui pousse la police du coin à solliciter l'aide du FBI. Les agents du bureau font venir un chien spécialisé pour traquer la piste de la jeune femme qui n'a pas disparu depuis si longtemps après tout, et son odeur est encore imprégnée. Une excellente initiative qui ne conduit à rien. Enfin, pas totalement, parce que l'absence de piste, ou dans ce cas une piste qui se stoppe net, indique que Sierra a sûrement été transportée par un véhicule. Ceci conduit donc les enquêteurs à solliciter les résidents du coin afin qu'ils transmettent leurs images de vidéosurveillance, s'ils en ont, dans le but de les visionner et peut-être enfin savoir qui ils doivent rechercher ou même quel véhicule. Même si pour ce dernier point, dans la mesure où un casque de moto a été découvert dans le champ, ils pensent qu'un ravisseur potentiel était à moto. Et cela réoriente à nouveau vers une personne qu'ils avaient pourtant blanchie rapidement, Josh, le petit ami de Sierra. Et oui, celui-ci était à moto lors de leur sortie. Ce serait une grave erreur que de ne pas vérifier. Son domicile est donc contrôlé, mais à nouveau il n'y a rien. D'ailleurs, les images de vidéosurveillance ne permettront pas non plus de faire décoller l'enquête, puisque rien d'exploitable n'est à tirer de celle-ci. L'impasse se présente au pire des moments, parce que chacune des heures qui s'écoulent réduit sensiblement la possibilité de retrouver saine et sauve Sierra, alors qu'il y a un grand espoir sur le fait qu'elle soit encore en vie. Il faut bien agir. Certes, les éléments pour lancer l'investigation sont maigres, simplement il n'y a pas le choix, il faut prendre une initiative. Alors, il est décidé d'élargir la zone de recherche et d'y interroger les personnes possédant un casier judiciaire. Un travail de fourmi nécessaire pour garder espoir. Les premiers interrogatoires se déroulent, mais il n'y a rien à signaler. Aucun potentiel suspect, l'affaire paraît définitivement se diriger vers une non-résolution. Et puis, les policiers arrivent à une ferme de la route 6 du comté de Fulton pour quelques questions. Voici les agents sur le terrain de la famille Worley. Ils sont venus parler à James, l'un des fils qui vit ici avec sa mère ainsi que son frère. Après s'être renseignés, les policiers savent qu'il est âgé de 57 ans, mais ses problèmes avec la justice remontent au moment où il n'en avait que 14 quand il vendait de l'herbe. Sa mère, propriétaire du terrain, lui a cédé un espace pour qu'il puisse gagner sa vie en proposant un service de réparation, ce qui est bien utile dans les parages, notamment avec les nombreux agriculteurs. Il faut dire que James n'a pas eu une vie très stable jusque-là. Il enchaînait les boulots sans réelle conviction, mais cela fait plusieurs années qu'il est installé à Fulton désormais. Lorsque les enquêteurs se présentent, c'est donc à James qu'il souhaite s'adresser. Il est bien là.
Simplement, ils sont surpris de la tournure que prend la conversation. Lorsque les policiers annoncent qu'ils sont en pleine investigation, James rétorque qu'il ne voit pas en quoi cela le concerne. Les enquêteurs lui disent qu'ils ont un mandat avec eux, les autorisant à fouiller les lieux. L'homme est visiblement irrité et réclame la raison pour laquelle il viendrait mettre le bazar chez lui. Les agents précisent qu'ils sont à la recherche d'une jeune femme ayant disparu. James Worley parle beaucoup, mais paraît hostile à la présence policière. Il est questionné sur le nombre de personnes vivant avec lui. Il répond qu'il n'y a que sa mère et ponctuellement son frère. Pour une raison inconnue, James Worley détaille qu'il est célibataire, qu'il est en train d'essayer de débuter une relation en ligne avec une autre personne. Les enquêteurs passent ensuite à ce qui les intéresse réellement, la fouille de l'endroit. Afin de sonder l'homme, ils demandent si cela ne le dérange pas qu'il parcourt la propriété pour jeter un œil. Évidemment, après cet accueil glacial, ils ne s'attendent pas à ce que tapis rouge leur soit déroulé, et ce n'est pas ce qui arrive. James Worley veut savoir à quelle partie de la maison ils ont l'intention de visiter. Sans détour, les policiers annoncent qu'ils vont examiner toute la propriété, et ce n'est pas une requête, ils l'informent de leurs intentions. À ce moment, James Worley est direct. En soutenant le regard des enquêteurs, il dit qu'il n'a pas tué, violé ou enlevé qui que ce soit. Une attitude qui ne fait qu'accentuer la curiosité des policiers à son égard. Ils lui font savoir qu'en général, être coopératif est plutôt positif, surtout lorsqu'il n'a rien fait comme il le dit. Mais l'homme n'a pas fini son numéro de provocation. Il continue de parler aux agents, expliquant que s'il était un psychopathe, il se serait emparé de leurs armes qu'il porte pour les abattre. L'enquêteur rétorque en rigolant qu'il n'aurait aucune chance, parce qu'il serait bien plus rapide. Simplement, dans ce dialogue, un des deux semble sérieux. Le policier lui demande donc s'il est en train d'avouer qu'il a déjà tué quelqu'un. James Worley ne confirme pas ses propos. Il ne les infirme pas non plus, et paraît botter en touche. Un comportement plus que suspect, très défensif. Les policiers deviennent extrêmement méfiants désormais, et ils entament le tour de la propriété. Les pièces de la maison sont parcourues par les enquêteurs, a priori rien à signaler de ce côté, mais ce n'est que le début dans la mesure où la ferme comporte plusieurs bâtiments annexes, dont un qui sert à l'activité de réparation de James Worley. À l'intérieur, il semblerait qu'il soit en train de réparer une moto. Les policiers, en voyant ça, demandent aussitôt où se trouve son casque, puisque souvenez-vous, un casque de moto avait été retrouvé dans le champ de maïs. Worley est confus dans son explication et ne donne pas réellement de réponse. Les agents continuent de visiter l'endroit. L'homme qui les accompagne transpire à grosses gouttes et les invite à sortir du petit hangar, prétextant la chaleur à l'intérieur de celui-ci. Mais les policiers n'ont pas terminé, alors il reste. Seulement, il insiste en affirmant qu'il n'y a rien ici, mais qu'il y a encore une autre partie de la ferme à visiter. Une attitude qui ne donne qu'une envie aux enquêteurs de rester précisément dans ce hangar pour approfondir les recherches. Il y a un point qui les surprend. Quand ils étaient dans la maison, les agents ont contrôlé la chambre de James Worley, qui ne leur paraît pas être l'homme le plus soigné du monde. Pourtant, dans le bâtiment où ils travaillent, tout est bien rangé, et apparemment, le sol vient tout juste d'être balayé. C'est trop étrange. L'endroit qui a été balayé est à proximité d'un tas de bottes de foin entassées les unes sur les autres. Alors les policiers analysent ce tas, bougent quelques bottes de foin, et, dissimulées au milieu d'entre elles, ils trouvent une caisse verte avec du matériel à l'intérieur. Des éléments surprenants, puisqu'il s'agit entre autres de vêtements féminins, ainsi que de la lingerie. Qu'est-ce que ça fait là ? La question est posée directement à James Worley, qui assure que cela appartient à sa petite amie. Une affirmation intéressante dans la mesure où quelques minutes auparavant, ce dernier avait indiqué être célibataire. Quelque chose cloche, c'est flagrant. Il transpire à grosses gouttes, insiste pour faire sortir les policiers de ce lieu, dissimule des affaires ne lui appartenant visiblement pas, ni à sa mère, au milieu de bottes de foin, ce qui le conduit naturellement au poste de police, afin de répondre aux questions des enquêteurs. Bien sûr, ils veulent absolument savoir la réelle raison de la dissimulation des vêtements féminins qui paraissent être tout neufs. La langue de Worley se délie, et il avoue honteusement avoir pensé devenir producteur de films pour adultes dans son hangar, raison pour laquelle il en prenait grand soin. Il nie catégoriquement être impliqué dans l'enlèvement de Sierra Joffin. Il n'a rien à voir avec tout ça.
C'est dur à croire. Mais c'est encore plus difficile de démontrer le contraire pour les policiers à cet instant. Ils continuent l'interrogatoire en sollicitant plus d'informations sur sa moto. Worley explique qu'elle n'est plus en état de fonctionner. Alors qu'il était sur la route 6 du comté de Fulton, son engin serait tombé en panne et il aurait dû le pousser. C'est comme ça qu'il a perdu son casque, des fusibles pour sa moto, ses lunettes de soleil ainsi qu'un tournevis. Les mêmes objets ramassés par la police à l'endroit où le vélo de Sierra a été découvert. Cependant, Worley insiste. Il n'a rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Et c'est à son tour de poser une question. Comment une moto en panne aurait-elle réussi à transporter la jeune femme ? C'est embêtant pour les enquêteurs, mais c'est une bonne question. Comment aurait-il fait ? Il est bien trop suspect. Alors, pour amener des éléments qui permettraient de résoudre ce mystère, l'affaire Movie Worley est à nouveau examinée. Dans le hangar où sont empilées les bottes de foin, tout est sorti pour observer l'endroit. D'abord, ils extraient un matelas qui lui aussi était caché derrière le foin, et plus loin encore dans le tas, une sorte de passage exigu menant vers ce qui apparaît être un large panneau en bois dans lequel des trous ont été percés. Les agents le soulèvent précautionneusement. Ils révèlent un réfrigérateur enfoncé dans la terre. La porte est ouverte, celui-ci est vide, mais incontestablement, il n'était pas utilisé dans le cadre de sa fonction première, c'est-à-dire réfrigérer les aliments. Il y a un revêtement qui recouvre les côtés intérieurs du conteneur de fortune. Pour les enquêteurs, cela ressemble à une fabrication artisanale dans le but d'insonoriser ce réfrigérateur et empêcher le bruit qui serait généré à l'intérieur d'en sortir. Mais le bruit de quoi ? Ou plutôt de qui ? Parce qu'un élément fait craindre le pire aux policiers. Sur ce revêtement, il y a du sang qui est détecté. Un autre point marquant est l'odeur qui s'échappe de ce réfrigérateur. C'est celle de produits ménagers, et notamment de l'eau de Javel. Quelqu'un est venu nettoyer l'intérieur. L'angoisse monte d'un cran quand des colliers de serrage en plastique, de la corde, du ruban adhésif ainsi qu'une bombe lacrymogène sont trouvés. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Voici un donjon de fortune où une personne a été retenue contre son gré, et les policiers sont certains que cette personne c'est Sierra. Seulement où est-elle ? Et est-elle encore en vie ? Ce qui a conduit la police à toquer à la porte de James Worley sont des événements qui se sont produits 26 ans plus tôt en juillet 1990. Le 4 juillet, dans le comté de Fulton, une jeune femme nommée Robin Gardner se promène le long d'une route. Elle croise un véhicule dans l'autre sens, n'y prête pas attention et continue son chemin. Ce qu'elle ignore est que ce véhicule fait demi-tour quelques mètres plus loin pour revenir à sa hauteur. La percute et la fait chuter sur le bas-côté de la route. Sans surprise, le conducteur n'est autre que James Worley qui descend de sa voiture tenant un tournevis dans sa main. L'homme s'approche de la jeune femme à qui il demande si elle va bien, afin qu'elle ne se méfie pas. Elle n'a pas le temps de répondre qu'elle est brutalement frappée au visage avec le manche du tournevis. Worley traîne ensuite Robin jusqu'à son véhicule en menaçant de la tuer si elle ne coopère pas. Paniquée, seule et sans défense face à un homme manifestement violent, elle s'exécute. Une fois à l'intérieur, Worley prend une paire de menottes qu'il enfile à l'un des poignets de la jeune femme qui, pendant qu'il tente de l'attacher, réussit à déverrouiller la portière. Elle vérifie qu'il est inattentif puis saute hors de la voiture surprenant Worley, qui ne peut qu'être spectateur de la fuite de Robin. Dans le même laps de temps, un motard qui emprunte également cette route remarque l'agitation et les appels à l'aide de la jeune femme qui crie, suppliant pour de l'aide. Worley essaye de faire croire au motard que Robin est juste folle alliée, qu'elle est avec lui et qu'il n'y a aucun souci. Heureusement, l'homme ne croit pas un seul mot de ce que raconte ce psychopathe. Il contacte la police et éloigne Robin de ce fou. La jeune femme est conduite à l'hôpital parce qu'elle a subi une commotion cérébrale, a de nombreuses coupures sur le corps, ainsi que des ecchymoses. Il faut 1 semaine pour que les forces de l'ordre mettent la main sur Worley. L'homme est reconnu coupable d'enlèvement et condamné à purger une peine de 4 à 10 ans d'emprisonnement, mais bénéficiera d'une libération conditionnelle au bout de 3 ans seulement. La prison, il y retourne 10 ans plus tard, en l'an 2000 quand il est interpellé du fait de sa culture de cannabis et parce qu'il possède des armes interdites. Cela lui vaut à nouveau 2 ans de prison qu'il purge complètement.
Durant les 14 années qui suivent, jusqu'en 2016, il semble s'être comporté suffisamment bien pour éviter tout problème avec la justice, même si à présent il est le suspect d'une affaire aux allures sordides. D'autant plus que cela se complique pour lui, puisqu'un témoin s'est présenté aux policiers affirmant que, le soir de la disparition de Sierra, il a aperçu un véhicule roulant à toute allure proche de la route 6 du comté de Fulton. Ce qui place James Worley dans la panade est que ce témoin a relevé la plaque d'immatriculation de cette voiture, et c'est celle du suspect. Les objets retrouvés à l'endroit où le vélo de Sierra avait été jeté appartiennent aussi à Worley. C'est surtout démontré pour le casque de moto. Le témoignage, le casque de moto et le casier judiciaire de Worley conduisent à son placement en état d'arrestation le 22 juillet 2016. Oui, mais voilà. Bien que le doute soit très mince quant à son implication dans la disparition de la jeune Sierra, il n'y a pas de corps. Et sans corps, ou sans Sierra vivante, l'inculpation risque de ne jamais aboutir. Mauvaise nouvelle pour la police. À la ferme, il n'y a rien de plus que ce qu'ils ont déjà trouvé. Une surprise en quelque sorte, tant ils sont persuadés de tenir le ravisseur. Mais il ne faut pas longtemps pour que finalement Sierra soit retrouvée. Il s'agit malheureusement de sa dépouille, à une vingtaine de kilomètres de la maison de James Worley. C'est un agriculteur qui passait examiner son champ qui a remarqué un endroit où la terre avait été retournée, sans qu'il soit à l'origine de quoi que ce soit. C'est en fait une tombe peu profonde où repose un cadavre, celui de Sierra. L'identification a pu se faire grâce aux empreintes digitales ainsi que l'ADN. Ses poignets sont encore ligotés, elle est bâillonnée et porte ce qui ressemble être une couche pour adulte. L'autopsie révèle que l'objet qui servait de bâillon est ce qui a causé la mort de la jeune femme par asphyxie. Celui-ci était enfoncé si profondément dans sa bouche qu'il lui a brisé plusieurs dents. Il a fallu environ 10 minutes avant qu'elle ne perde la vie. Avec cette découverte, pour les enquêteurs, il n'y a plus aucun obstacle afin d'envoyer James Worley répondre de ses actes devant un tribunal et face à un juge. Le procès de James Worley s'ouvre en mars 2018. L'accusation annonce qu'il n'y a aucun doute s'agissant de sa culpabilité et expose les faits tels qu'ils se seraient déroulés en se basant sur les preuves récoltées. Le 19 juillet 2016, Worley a passé sa journée à consulter des pages internet de sites pour adultes. Ceci est avéré grâce à l'historique de navigation que les policiers ont pu consulter dans l'ordinateur appartenant à l'accusé. En fin de journée, Worley a pris sa moto. Il était donc sur les routes du comté de Fulton quand il a croisé sa future victime Sierra, qui n'était plus avec Josh à cet instant. Il l'a donc suivi. Quand le moment opportun s'est présenté, il s'est porté à sa hauteur où il l'a agressé à l'aide de son casque de moto. Ceci est prouvé par le sang de Sierra qui recouvre le casque. L'autopsie a également mis en lumière un traumatisme crânien qui pourrait avoir été causé par un tel objet. Inconsciente suite à la brutalité des coups, la jeune femme a été tirée quelques mètres plus loin dans le champ pour y être dissimulée. Worley l'a attachée avec du matériel qu'il avait sur lui. Il a patienté 2 heures aux côtés de Sierra. Les enquêteurs en sont persuadés, parce que la position du téléphone portable de l'accusé montre qu'il s'est trouvé immobile précisément à cet endroit dans le créneau horaire de la disparition. S'il a patienté un aussi long moment, c'est simplement pour attendre la tombée de la nuit afin d'agir de façon plus discrète. Puis il est reparti à moto à la ferme pour venir récupérer Sierra à l'aide de sa voiture cette fois-ci, qui sera repérée le soir même par le témoin. Il a ensuite conduit la jeune femme dans son donjon fait main, où il l'a complètement ligotée et c'est là qu'il l'a bâillonnée, mais aurait fait une erreur en enfonçant trop violemment et trop profondément, ce qui s'apparente à être un jouet pour chien dans la bouche de Sierra, l'asphyxiant. Lorsque Worley a constaté que Sierra était décédée, il s'est débarrassé du corps en conduisant 20 km jusqu'à un champ où il a creusé une tombe peu profonde et placé sa victime. Les expertises médico-légales montrent que l'ADN de Sierra est présent sur du ruban adhésif récupéré dans l'espace de travail de l'accusé, mais aussi sur tout un tas d'autres objets, y compris à l'intérieur du réfrigérateur. Le sang de cette dernière est présent sur la moto de Worley également. En revanche, il n'a pas été possible de déterminer si une agression sexuelle ou un viol avait été perpétré, même si l'ADN de Worley fut découvert sur le cadavre de la jeune femme. Malgré cet exposé, la défense de James Worley ne change pas. Il nie être le responsable de la mort de Sierra.
Il continue de clamer qu'il avait l'intention de se lancer dans l'industrie des films pour adultes et que c'est pour cette raison que la police a fait cette découverte étrange. Pourquoi pas? Néanmoins, cela ne répond pas aux accusations et cela n'explique pas la présence de l'ADN de la victime partout chez lui. Comment serait-il arrivé là s'il n'avait jamais eu aucun contact avec elle? D'ailleurs, même la propre sœur de James Worley est venue témoigner en affirmant qu'il avait été suspecté dans plusieurs autres affaires sans jamais n'avoir été inquiété. Nous parlons là de 3 ou 4 meurtres potentiels, dont celui de Lori Ann Hill, une adolescente de 14 ans en 1985. Avec tous ces éléments en leur possession désormais, c'est au juré de décider de l'innocence ou de la culpabilité de James Worley. Après plusieurs heures de délibération, James Worley est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre au premier degré de Sierra Joffin. Le juge prononce donc la sentence qui sera la peine la plus haute dans l'État de l'Ohio, c'est-à-dire la condamnation à mort. Voici la résolution d'une affaire qui laisse tout de même quelques questions derrière elle, notamment sur le statut de James Worley. Est-il un simple tueur ou en réalité un tueur en série dont le nombre de victimes est bien plus élevé? Il ne le révélera certainement jamais. Sierra, quant à elle, aurait pu avoir une très belle vie si James Worley ne l'avait pas croisée sur cette route numéro 6. Voici pour cette histoire. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.